répondit elle. Elle sortit le badge et, dans un geste de pur instinct, le frappa contre l'une des poutres métalliques du dôme. La résonance fut instantanée. Une onde de choc sonore parcourut la structure, désorientant le garde. Nguyen profita de la confusion pour se glisser non pas dans le conduit, mais dans l'interstice entre le dôme et la corniche, un saut risqué de 3 mètres. Elle atterrit sur un filet de protection poussiéreux, roula sur elle-même et courut vers la sortie de secours du toit. Derrière elle, l'alarme commença à hurler, un son strident qui déchirait la nuit de 2026. Elle atteignit le toit de la bibliothèque. Hanoï s'étendait devant elle, une mer de lumières électriques. Elle voyait la voiture du professeur en démarrer en bas. Elle n'était plus une simple archiviste. Elle était la gardienne de la vérité, et la chasse ne faisait que commencer. Chapitre 8 – La Cité des Masques. Le vent froid des hauteurs de la bibliothèque fouettait le visage de Nguyen. La malle de cuir, serrée contre sa poitrine, lui semblait plus lourde que sa propre vie. Elle dévala les escaliers de secours extérieurs, évitant les faisceaux des projecteurs qui commençaient à balayer la façade de l'édifice. En bas, la vieille berline du professeur en l'attendait, moteur vrombissant dans une ruelle adjacente. Elle sauta dans le véhicule avant même qu'il ne s'immobilise complètement. « Foncez, professeur » cria-t-elle. La voiture s'élança, ses pneus crissant sur l'asphalte humide. Derrière eux, 2 motocyclistes aux casques opaques et aux combinaisons sombres surgirent des ombres de la bibliothèque. Ils n'avaient pas de gyrophare, mais leur détermination était palpable. « Qui sont-ils » demanda Han, ses mains crispées sur le volant. « Le département de la stabilité historique » répondit Nguyen, ouvrant la malle pour vérifier son contenu tout en gardant un œil sur le rétroviseur. « Apparemment, ma disparition a créé une branche temporelle qu'ils essaient de tailler. » On bifurqua brusquement dans les ruelles étroites du vieux quartier. Les motos les suivaient avec une agilité effrayante. Le professeur éteignit ses phares, naviguant à la lueur des enseignes au néon et des lanternes de papier qui survivaient encore à la modernité de 2026. « S'ils nous attrapent, ils effaceront tout ce que nous savons, dit Han. Le badge, Nguyen. Utilisez la fréquence du badge pour brouiller leur capteur. Nguyen sortit le lotus de laiton. Elle se concentra, visualisant la vibration qu'elle avait ressentie dans le dôme. Elle pressa ses doigts sur le pétale central du lotus. Une impulsion verte, presque invisible, se propagea à partir de la voiture. Instantanément, les moteurs des motos derrière eux ratèrent un cycle, puis calèrent net dans un nuage de fumée bleutée. Le professeur ne ralentit pas avant d'avoir atteint la zone industrielle désaffectée près du fleuve Rouge. Ils se réfugièrent dans un ancien entrepôt de soie, un lieu que le temps semblait avoir oublié. Dans le silence de l'entrepôt, Nguyen étala les documents de la malle sur une vieille table de coupe. Sous les schémas techniques et les cartes temporelles, elle trouva une enveloppe adressée à son nom, mais datée de 1952. À Nguyen, l'archiviste qui marche entre les mondes. Elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc. On y voyait sa grand-mère, jeune, souriante, debout devant la porte numéro 7, tenant le même badge en lotus. Mais à ses côtés se tenait un homme dont le visage avait été brûlé sur la photo. « Ma grand-mère était une gardienne » murmura Nguyen. « Elle ne m'a pas seulement raconté des histoires. Elle m'a préparé. » Le manuscrit joint à la photo expliquait que le badge n'était pas seulement une clé, mais un stabilisateur. Le docteur Locke avait découvert que sans cet objet, les voyageurs temporels finissaient par se fragmenter, perdant leurs souvenirs et leur réalité physique. C'est pour ça qu'ils le veulent, dit Han, examinant les textes. Si ce département contrôle le badge, il peut décider quelle version de l'histoire devient la réalité officielle. Ils peuvent effacer des révolutions, des découvertes ou des personnes entières. Soudain, un message holographique apparut au centre de la table, projeté depuis le badge lui-même. C'était la silhouette du docteur Locke, enregistrée des décennies plus tôt. Si vous lisez ceci, c'est que la 7e sonnerie a résonné pour la dernière fois, disait la voix calme du docteur. Nguyen, vous êtes la dernière archiviste libre. Le département n'est pas une institution gouvernementale. C'est une erreur de calcul qui a pris vie.
Ils sont les fantômes d'un futur qui ne devrait pas exister. L'hologramme montra une nouvelle carte de Hanoï, parsemée de points rouges. Ce sont les failles. Si elles ne sont pas scellées avant la fin du mois, 2026 s'effondrera dans le néant de 1954. La porte numéro 7 doit être détruite de l'intérieur. Guyet regarda le professeur en. Le vieil homme semblait soudain fatigué, mais ses yeux brillaient d'une résolution nouvelle. Nous ne pouvons pas nous contenter de fuir, dit Guyet. Nous devons retourner là où tout a commencé. Au cœur de la porte. Mais elle est scellée par le béton et surveillée par une armée, rappela en. Guyet prit le badge et le fixa à son poignet avec un cordon de cuir. L'archiviste sait que pour détruire un livre, il faut trouver la page de garde. La porte n'est pas dans le mur du sous-sol, professeur. Le mur n'est que la couverture. Le livre est ailleurs. Elle se tourna vers la carte du docteur Locke. Un point brillait plus fort que les autres, le temple de la littérature. C'est là que se trouve la véritable porte numéro 7. Celle qui ne se ferme jamais. Chapitre 9, les gardiens de la mémoire. Le temple de la littérature, d'ordinaire havre de paix au cœur du tumulte de Hanoï, semblait en ce soir de 2026 nimbé d'une aura de mystère millénaire. Les lanternes rouges se balançaient doucement sous les portiques de pierre, leurs reflets dansant sur le pavage usé par des siècles de dévotion au savoir. Guyet et le professeur en pénétrèrent dans le complexe par une porte latérale, évitant les quelques touristes nocturnes ébahis par la beauté intemporelle du lieu. Le badge en lotus palpitait contre le poignet de Guyet, une chaleur familière qui la guidait vers le troisième jardin, celui des stèles des docteurs. Locke n'a pas choisi ce lieu par hasard, souffla en, sa lampe de poche balayant les carapaces des tortues de pierre. Chaque stèle est un ancrage de mémoire. C'est le serveur informatique le plus ancien et le plus stable du pays. Ils atteignirent le pavillon de la constellation de la littérature. Guyet s'arrêta au centre, là où les énergies semblaient converger. Elle sortit le badge et le plaça sur l'autel de bois laqué. Instantanément, les motifs géométriques gravés sur les stèles environnantes commencèrent à luire d'un bleu profond. Le département arrive prévint en, surveillant l'entrée du temple avec son oscilloscope. Ils ont déployé des drones de surveillance. Nous avons moins de 5 minutes. Guyet ferma les yeux. Elle ne cherchait plus à comprendre avec sa raison d'archiviste, mais avec son instinct de gardienne. Elle sentit la structure temporelle de Hanoï comme une toile d'araignée complexe, où chaque fil représentait un destin. Détruire la porte n'est pas une fin, murmura-t-elle pour elle-même. C'est une libération. Elle récita les mots inscrits au dos du badge, une formule que sa grand-mère lui avait apprise sous forme de comptine. Le temps est une rivière qui ne connaît pas de barrage. Une fissure de lumière pure apparut dans l'air, juste au-dessus de l'autel. Ce n'était pas une porte de bois ou de béton, mais une déchirure dans le tissu même de la réalité. À travers elle, Guyet vit des images entremêlées, le Hanoï de 1954, celui de 2024, et des visions d'un futur radieux qui luttait pour exister. C'est le point zéro, dit en, fasciné malgré le danger. Soudain, le garde du dôme surgit de l'ombre des colonnes, suivi de 4 agents en uniforme. Il ne tenait pas d'arme, mais un appareil de neutralisation temporelle. « Arrêtez, Guyet, ordonna-t-il. Si vous détruisez ce point d'ancrage, vous ne pourrez plus jamais revenir. Vous resterez une ombre sans passé. » Guyet le regarda, une tristesse infinie dans les yeux. « Je préfère être une ombre libre qu'une archive sous-scellée. Le temps appartient à ceux qui le vivent, pas à ceux qui le calculent. » Elle saisit le badge et le jeta au cœur de la faille de lumière. Un fracas de cristal brisé retentit dans tout le temple. L'onde de choc fut si puissante que les drones de surveillance tombèrent comme des oiseaux morts sur le pavage. La faille s'élargit, aspirant les lueurs bleutées des stèles, avant de se rétracter violemment en une étincelle unique qui s'éteignit dans un soupir. Le silence qui suivit était absolu. Les agents du département s'immobilisèrent, leurs uniformes se décolorant jusqu'à devenir des vêtements civils ordinaires. Ils semblaient hébétés, comme s'ils s'éveillaient d'un long rêve imposé. Guyet se tourna vers le professeur en.
Le vieil homme lui sourit, son visage semblant avoir retrouvé une sérénité oubliée. « C'est fini ?» demanda-t-il. « La porte est fermée » répondit Nguyen, ramassant le badge qui était retombé sur l'autel, désormais éteint et froid. Le futur est à nouveau incertain. Comme il doit l'être. Ils sortirent du temple. Dehors, Hanoï commençait à s'éveiller. Les vendeurs de soupe PHO installaient leurs étals, l'odeur du bouillon à la cannelle flottant dans l'air frais du matin. Nguyen regarda ses mains. Elle n'avait pas disparu. Elle était là, au présent. Elle savait qu'elle devrait reconstruire sa vie, qu'elle resterait une énigme pour les registres officiels. Mais en marchant le long du lac Oankiem, elle sentit une présence à ses côtés. Une brise légère, comme une caresse sur son épaule, et une voix lointaine qui murmurait « Bien joué, mon enfant ». L'archiviste avait enfin trouvé sa place dans le grand livre de la vie. Chapitre 7 – Le paradoxe du lotus. L'atterrissage fut brutal. Nguyen ne tomba pas sur le sol lisse du sous-sol, mais fut projeté contre une pile de caisses en bois qui n'était pas là auparavant. La lumière bleue du résonateur de Han clignota une dernière fois avant de s'éteindre dans un craquement électrique définitif. Le silence qui suivit était lourd, seulement troublé par la respiration saccadée de la jeune femme. « Nguyen ? Nguyen, répondez-moi » La voix de Han, paniquée, s'élevait du milieu de la pisse. Il tenait une lampe torche dont le faisceau balayait la poussière en suspension. Nguyen se releva péniblement, sentant une vive douleur à l'épaule, mais sa main droite restait crispée sur l'objet qu'elle avait ramené. « Je suis là, professeur, murmura-t-elle. « J'ai réussi. » On se précipita vers elle. Il l'aida à s'asseoir sur une chaise de bureau et dirigea la lumière vers sa main. Dans la paume de Nguyen, le badge en lotus ne brillait plus, mais il émettait une chaleur résiduelle. Ce n'était plus une simple relique, c'était une piste d'ingénierie vibrante d'histoire. On le prit avec des mains tremblantes. C'est l'unité originale. Regarde la patine, le poids. C'est incroyable. Mais l'expression du professeur changea soudainement lorsqu'il regarda autour d'eux. Nguyen, regarde le mur. Le mur de béton gris, autrefois mûr et lisse, était désormais couvert de symboles graves profondément dans la pierre. Ce n'étaient pas des graffitis, mais des instructions, des coordonnées temporelles et des avertissements écrits en vieux français et en hannon. Le point de rencontre se déplace, dit Han d'une voix blanche. En forçant l'ouverture avec notre appareil, nous avons créé une boucle. Ces inscriptions n'existaient pas il y a 1 heure. Elles sont apparues parce que tu es allé là-bas et que tu as interagi avec Luong. Tu as change le pass, Nguyen. Pas de beaucoup, mais assez pour que le mur devienne un journal de bord. Nguyen s'approcha du mur, le cœur battant. Elle reconnut l'écriture de CM. Une inscription plus récente, en bas à droite, attira son attention. Pour celle qui ramenait la fleur, le secret se trouve dans le silence des livres caches. Octobre 1954. C'était un message direct pour elle. CM savait qu'elle reviendrait. Nous avons ouvert une boîte de Pandore, murmura Nguyen. Ce n'est plus seulement une question de bibliothèque. C'est notre réalité qui est en train de se réécrire. Elle sortit le registre de sa veste. Il semblait plus épais. En l'ouvrant, elle vit que de nouvelles pages étaient apparues, remplies de descriptions sur la collection du Dr Locke. Ce n'étaient pas des livres de philosophie, mais des études sur la manipulation des ondes cérébrales par le son. Chapitre 8 – La collection du Dr Locke. Le reste de la nuit fut consacré à l'analyse. On avait installé un petit laboratoire mobile dans le coin le plus recul du sous-sol. Il avait inséré le badge original dans une fente de lecture de son nouvel appareil. La résonance est parfaite, Nguyen. Ce badge est un accordeur universel. Il ne sert pas seulement à ouvrir la porte, il sert à déchiffrer les archives scellées. Selon le registre, la collection du Dr Locke contenait 20 volumes sur la résonance humaine. Locke pensait que si l'on pouvait accorder l'esprit humain sur la fréquence de la Terre, on pourrait guérir toutes les maladies, mais aussi contrôler les masses. C'était une découverte trop dangereuse pour son